Ok. D'accord. Voilà, à tous ceux qui sont déjà connectés, je voudrais vous saluer. Voilà. Soyez salués. Sogotigui Yaya. Ouais, c'est le grand anglo, Baba, Minemi Maya, Shérif Kader, Falcao Soule, le Soroïs. Ici, on ne vient pas pour insulter, hein, c'est un autre thème. Hein. Ça va pour venir insulter ici. Voilà, je suis Khaled Shérif Kader. Rita Hugues, ma fille depuis l'Italie, comment tu vas? Ciao, ciao, le grand Diego. En tout cas, Ibrahim Traoré, soyez salués. Irène Gourou Prignon, ma soeur, comment tu vas? Estelle, la fille. Et comme ma fille s'appelle Estelle. Ibrahim Traoré, oui. Ibrahim Traoré, tu manques un peu de politesse parfois. Je ne sais pas si tu fais exprès. Ou peut-être que tu manques de politesse. Ou toi-même, tu ne te fais pas confiance en tant que citoyen ivoirien. Ousmane Bamba. Malone Bamba, salut, voilà. Donc, le thème du jour, c'est... On va parler de l'affaire enfant Excel. Excel Conan, qui a été trouvé mort dans la piscine de M. Alpha Djiré. Aujourd'hui, je vais donner mon opinion sur ça. Et nous allons parler aussi de la dissolution du gouvernement actuel. Mais avant de rentrer dans le but du sujet, je voudrais d'abord saluer tous ceux qui sont déjà connectés. Merci d'être toujours présent. Merci d'être toujours présent, c'est important. C'est important d'être toujours présent et puis de suivre l'actualité. Nous sommes là, nous avons pris la décision, à chaque fois quand nous avons un petit temps, profiter d'informer les Ivoiriens, profiter de sensibiliser les Ivoiriens parce qu'on en a besoin. Voilà, l'Afrique a besoin de ça. Notre pays a besoin de paix, notre pays a besoin de stabilité. Nos populations ont besoin de comprendre les choses. Donc, nous prenons notre temps pour essayer d'expliquer véritablement les choses, pour amener les gens véritablement à comprendre le fonctionnement de certaines choses. Alors, moi, je vais vraiment vous dire merci d'être déjà connecté, mais vous me le permettez, je vais commencer à vous faire écouter quelques vidéos. Parce que j'ai toujours dit avant de donner ma position sur des sujets, j'écoute déjà tous les camps. Voilà, moi je prends mon temps à écouter tout le monde. Alors ensemble, on va écouter quelques extraits des dires des uns et des autres. Voilà, comme ça on pourra avancer dans ce que nous faisons. Voilà. Une minute. Avant que je ne lance la vidéo, je vais vous faire écouter bon, ok. En démarche, je vais vous faire écouter quelques vidéos. Je voudrais d'abord commencer, Ibrahim Khalil Traoré, Siaka Kamakate, voilà. Parole et vie. Gouzana Ounou, ma soeur chérie, comment tu vas bien? En tout cas, j'ai apprécié ta vidéo de tout à l'heure. Je voudrais aussi saluer le grand frère Doubia Major qui nous a fait vraiment un très grand coup tout à l'heure. Merci pour tout ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire. Chapeau à vous. Chapeau à Gouza, chapeau à Doumbia Major. Merci, merci, parce que c'est ça qu'on appelle les vrais patriotes. C'est ça qu'on appelle aimer son pays. C'est ça qu'on appelle aimer son pays. Voilà, c'est pas avoir l'argent, c'est pas... Non, 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 non. C'est d'abord se battre pour les faibles. C'est se battre pour les peuples. Quand on fait la politique, là, c'est-à-dire, la politique, c'est comme du social. Tu te lèves, tu dis, tu vas me mettre au service de la population. Je m'en vais travailler pour les autres. Je vais donner ma vie pour les autres. Tu as déjà ta vie.
Toi, tu dis maintenant, toi, tu t'en vas aider maintenant les gens. C'est-à-dire, tu t'en vas, tu prends ta vie, ton énergie, toute ton intelligence, tu mets une équipe en place, tu dis, ah, je m'avais aidé les gens. Je m'avais changé les vies des gens. Je m'avais fait des routes au plan social, économie, tout ça. Voilà ce que je veux faire. Et tu mets une équipe en place, tu te mets au travail. La politique, là, c'est pas venir s'enrichir, voler l'argent, venir piller les caisses d'État, devenir des milliardaires, puis insulter les gens. Dire que non, ils sont populaires parce qu'ils ont eu l'argent, ils ont fait la guerre, ils ont fait ceci, ils se sont enrichis, ils ont fait ça. Ce n'est pas ça la politique. Moi, je vis dans le pays des Blancs depuis beaucoup d'années. J'ai compris le sens de la politique. Donc, Gouza, je voulais te dire merci. Merci à mon grand frère Doumbia Major pour sa vidéo. Il nous permet de comprendre beaucoup de choses. Grâce à Doumbia Major, j'ai compris encore beaucoup de choses sur la rébellion. C'est tout ce qui s'est passé. En tout cas, je voulais vous dire merci. Alors, on va revenir au thème. On va d'abord commencer par la vidéo. Quand l'enfant, je voudrais d'abord présenter toutes mes condoléances. Et à la famille Excel Kona, présenter mes condoléances pour l'enfant décédé. Dire encore beaucoup de courage à la famille du monsieur Alpha Djiré. Encore beaucoup à la famille de monsieur Djiré. Beaucoup de courage à vous. 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 En tout cas, toutes mes condoléances à la mère, à la famille, tout le monde. Alors, chers amis, on va revenir dans le débat. Avant de revenir dans le débat, je vais d'abord vous faire écouter. Quand l'enfant est tombé, il y a eu beaucoup de réactions. J'ai pris mon temps pour attendre un peu, écouter les colères, écouter les cris, les pleurs des uns des autres. Écoutez aussi la méchanceté de certaines personnes face à cette situation. En Afrique, j'ai beaucoup remarqué que quand il y a une situation comme ça qui arrive, de crime, on ne prend pas son sang-froid. On ne prend pas son sang-froid. On ne laisse pas la justice faire son travail. Souvent même, on veut tout faire même à la place de la justice. Et c'est vraiment regrettable. Ça fait beaucoup de tort à beaucoup de populations, à beaucoup de personnes. Moi-même, j'étais là. En 2010, j'ai vu pendant la crise post-électorale, des individus, parce qu'on a dit non, tel est comme ça, ou bien on a dit il a trahi, on va là-bas, on le tue en même temps. Parce que simplement quelqu'un a dit c'est un traître. Ils sont allés le tuer. J'ai vu ça beaucoup. J'ai vu ça beaucoup. Il y a des gens qui prennent pétrole, on verse sur lui, on le brûle. Au Ghana, un capitaine qui fait le sport, quand il avait son âme ici, il a fait sortir l'âme, les gens ont commencé à crier, la population est venue, ils ont tué le capitaine. Malgré toutes ces explications, rien n'a été fait, le monsieur a été tué. Heureusement que les autorités ghanéennes ont pris des mesures que moi j'apprécie. Tous ceux qui ont participé à ça ont été arrêtés et ils ont été mis en prison. Et je voudrais saluer vraiment les autorités ghanéennes. Chez moi, j'ai remarqué beaucoup de l'échange de certaines personnes. Il suffit que quelqu'un dise, ah, il est comme ça, la foule a dit ça, la foule dit ça. Une fois que la foule a dit ça, on ne cherche même pas à se calmer. Automatiquement, on va venir, on va tuer la personne. Et on a fait beaucoup de tort à des innocents. Et ça, c'est aussi la faute à nos dirigeants parce que les gens ne prennent pas le temps de former la population. On a la télévision, on a tout ça. Il faut sensibiliser les gens. Nous avons la police, nous avons la gendarmerie. Quand il y a un problème, il faut laisser la police et la gendarmerie faire son travail. Même si quelqu'un a volé et que vous l'arrêtez, la première des choses, c'est la police qui doit d'abord être là. On ne tue pas la personne. On ne lèche pas la personne. On ne détruit pas sa maison. On ne détruit pas sa famille. J'ai vu tellement de choses. J'ai vu trop de choses. C'est pour ça que je veux véritablement, ce soir, je vais m'adresser à beaucoup de personnes après avoir écouté les uns les autres. Je vais sur le premier point, je vais donner la première vidéo. Notre enfant Excel Kona est tombé par négligence. Il est mort par négligence. Des deux côtés. Que ce soit du côté de la mère, que ce soit même du côté de la famille Alpha Djiré. Moi, je dis, l'enfant est mort par négligence. L'enfant est mort par négligence des deux côtés. Et il faut que cela, les gens comprennent maintenant que ici, l'enfant est un enfant là. Quand tu mets ton enfant au monde, c'est toi qui le surveilles. Ce n'est pas ton voisin qui va surveiller ton enfant. Un enfant qui est soumis, et qui ne met, mais comme en Afrique,
Les enfants, c'est comme ça. Ils sont souvent, ils sortent, on le lave, on l'habille matin. L'enfant, bon, la maman est dans la cuisine. L'enfant peut sortir son enfant. L'enfant peut se retrouver quelque part là-bas. Bon. En tout cas, ici où je suis en Suisse, ça ne se fait même pas. La police même ne peut pas accepter de voir un enfant dans la rue. Non, non, non. Ici, ça ne te fait pas. Un enfant de 6 ans. Ici, en Suisse, là, ton enfant dans la rue. Ton enfant est sorti de la maison et se promène au dehors. On va t'interpeller. Donc, chers amis, l'enfant doit être protégé par ses parents. Les parents doivent toujours surveiller les enfants, c'est important. Maintenant, on va revenir dans le but du sujet. Je vais véritablement donner mon opinion sur cette histoire. Je vais commencer par le premier point. Alors, après la mort de l'enfant, le gouvernement a fait un communiqué, le procureur. Mais avant le communiqué du procureur, je vais d'abord vous faire écouter quelques vidéos. D'abord, la première vidéo vient de la mère. Ouais, d'abord, la première vidéo, quand l'enfant est tombé, ça vient d'un monsieur. Les mamans souffrent pour mettre l'enfant au monde. 4 h du matin, elle va s'élever, elle va nettoyer, elle va faire ci, elle va faire ça, elle va donner du biberon, elle souffrit, l'enfant va pleurer, on l'envoie à l'hôpital. Et cet enfant-là, c'est son espoir. Et le monsieur est parti assassiner froidement l'enfant comme ça. Hein? Il a assassiné froidement l'enfant. Partagez la vidéo, parce que nous, on ne va pas laisser ça. De la même manière, on a fait la vidéo pour le pays Bouba. On va faire une vidéo pour cet enfant pour que le coupable, le voisin criminel qui a assassiné cet enfant, qui a enlevé tout son sang, il enlevait tout le sang de l'enfant. Il enlevait tout le sang de l'enfant. Et il dit que l'enfant est mort par noyade. Comme quelqu'un qui est mort par noyade, on vient et puis son habit n'est pas mouillé. Quelle noyade? Il enlevait tout le sang de l'enfant. Et ils ont pris pour faire sacrifice humain. Voici l'enfant qui est là. Et ce monsieur s'appelle un certain Tiré. Il s'appelle Tiré quelque chose là. Tout ça là, on ne va pas laisser. On ne va pas laisser. Donc nous on demande simplement aux autorités compétentes, on demande aux autorités compétentes de diligenter une enquête parce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de protection des enfants. Il n'y a pas une instance qui est là pour protéger les enfants. Les enfants sont victimes d'abus. Les enfants sont victimes, comme on appelle, chaque jour, de meurtre. Le petit Bouba, il a été assassiné. C'est vrai que le coupable a été retrouvé, mais quelles mesures ont été prises? Quelles mesures ont été prises pour freiner toutes ces choses-là? Donc moi, je ne peux pas me taire. Je ne peux pas me taire face à cela. Je demande à ce que la vidéo soit partagée pour que ce criminel-là qui a assassiné cet enfant froidement là, il soit arrêté et puis mis aux arrêts. J'appelle la maman du petit. J'appelle la maman du petit, c'est à Mako que ça s'est passé. Renvoie-moi la demande s'il te plaît. Attends. Renvoie-moi la demande. Joseph, renvoie-moi la demande là, pardon. Renvoie-moi la demande. J'essaie de te prendre là, je n'arrive pas à te prendre. Renvoie-moi la demande, je vais te prendre, pardon. J'appelle la maman du petit. Ça, c'est le premier point. Ça, c'est ce que un cyberactiviste, dès que l'enfant a été assassiné, un cyberactiviste s'est mis sur les réseaux sociaux, il a fait une vidéo où il a déjà commencé à accuser. Par la suite, la mère a été attendue. J'ai mal parce qu'en Afrique, quand il y a ce genre de situation, la première des choses, on ne doit pas laisser parler. La mère doit pas... C'est-à-dire la victime ne doit pas s'adresser à tout le monde. La première des choses, d'abord, c'est d'abord l'avocat de famille. Qui a le droit de s'exprimer. Une mère qui perd son enfant, mais c'est une douleur que la mère est en train de ressentir. Laissez-la pleurer son enfant. Attendez que des dispositions soient prises. La police, la gendarmerie, on convoque la justice et on convoque le procureur, la police fait son travail. Ensuite, le juge, vous prenez les avocats. Mais des gens qui viennent sur les réseaux sociaux, ils vont même chercher la maman pendant qu'elle est en train de parler. Pleurer là, viens-toi pleurer, viens-toi parler. Et on met des mots dans la bouche de la mère sans d'abord connaître même réellement comment l'enfant est mort. Moi, c'est des choses que je regrette beaucoup chez nous en Afrique. Un petit problème, on ne cherche même pas à savoir concrètement qu'est-ce qui s'est passé. On n'a aucune preuve. Mais déjà, on est déjà pressé parce qu'on a un mal contre certaines personnes. On veut se débarrasser de certaines personnes. On a un problème avec certaines personnes. Où la personne est dans le quartier, il a peut-être réussi, il a eu l'argent, il nous énerve, il a mis sa mosquée là, il est ceci, c'est un féticheur, il tue les gens, il fait... Mais tout ça, c'est des bêtises. C'est des bêtises, il faut changer de mentalité. Il faut changer de mentalité. Moi, je n'ai pas aimé la vidéo de ce jeune.
Une mère qui prend son enfant, tu prends l'enfant et tu viens exposer automatiquement la mère sur les réseaux sociaux. Et tu lui prêtes même des mots. Parce que toi, tu avais déjà préparé quelque chose. Un enfant, moi, il faut d'abord pleurer, il faut d'abord chercher à savoir ce qui se passe. Il ne faut pas venir sur les réseaux sociaux et étaler ce que tu veux. C'est très dangereux et je pense qu'il faut vraiment essayer de corriger ce genre de trucs. Alors par la suite, des journalistes sont allés écouter la mère. Normalement, c'est la police qui devait gérer tout ça, mais chez nous en Afrique, c'est comme ça. Moi, je venais, et la nounou qui était devant la porte en train de faire la lessive. Et moi, je suis rentrée. Mon bébé venait à peine de se réveiller. C'est moi qui lavait le visage. Et je lui ai donné la bouillie de mille. Et lorsque la fille de prendre la bouillie, on était assis ensemble sur le lit avec le fils de la voisine. J'avais le téléphone en main. Il a pris le téléphone. C'est trouvé que je devais appeler mon père. J'ai repris le téléphone dans sa main, j'ai appelé. Quelques temps plus tard, quelques temps après, il est sorti avec le petit garçon, le fils de la voisine. Et même pas 15 minutes, la nounou qui est venue me demander après le petit, tanti et le bébé. Il vient à peine de sortir. Elle allait regarder dehors, elle ne l'a pas vu. Et je lui ai demandé d'aller regarder chez le voisin. Elle ne l'a pas vu. Et moi, je suis sortie. Au moment où j'ai sorti, j'ai croisé le petit garçon qui était avec mon fils. Et j'ai demandé Loïs et Pouchou. Et l'enfant m'a répondu qu'il n'a pas vu. Tanti, je n'ai pas vu Pouchou. Donc je me suis dirigée vers le gardien de M. Guiré. Je lui ai demandé, ah, monsieur, vous n'avez pas vu mon fils passer par ici? Il m'a dit non. Et c'est de sillonner un peu le quartier. Je suis revenue une deuxième fois. Je lui ai demandé. Il m'a dit qu'il ne l'a pas vu. Je suis sortie. Ils allaient à l'entrée de la cité. J'essaie de demander. Et le coordonnateur du quartier qui me dit de revenir vers la mosquée pour venir voir. Que mon enfant ne va pas loin. Retourne vers la mosquée pour voir. C'est la troisième fois que je reviens. En même temps, et ma voisine, je suis revenue à la maison. Puis ma voisine m'a demandé, ah, tu n'as pas encore vu l'enfant? J'ai dit non. Elle dit, ok, allons ensemble le chercher. Au moment où on partait, j'ai vu la servante de M. Guiré qui venait à peine d'arriver du marché. Et je profitais en même temps avec elle. Et il y a le gardien qui nous interpellait par derrière. Au moment où j'étais parlé à la servante, lui, il interpellait ma voisine par derrière que oui, ici là on ne rentre pas. Enfant ne rentre pas ici. Et moi je ne veux pas de lui. Et ma voisine m'interpellait, ah, Flore, le gardien est en train de nous chasser. Et moi j'ai demandé à la... Est-ce que vous étiez déjà rentré dans la maison? Oui, j'étais déjà... J'étais en face à face à elle, la servante. Et je lui ai demandé, vous n'avez pas vu mon petit garçon passer par ici? Elle me dit non. Que elle-même, elle ne sait pas, elle est quittée au marché, elle vient d'arriver, elle ne sait pas ce qui se passe. Et ma voisine qui m'interpelle, ah, Flore, on a sorti que nous était nous chasser. Je ressors, j'appelle mon grand-fils. Je dis, ah, Johan, faut maintenant on va aller chercher ton petit frère. Appelle tes amis, on va aller chercher ton petit frère. Jusque là, je le cherche, je ne le vois pas. Au moment où on partait, on arrivait sur le terrain du quartier Kassiri. Et il y a mon propriétaire maintenant qui m'appelle. Parce qu'il y a son grand frère qui était venu, ce jour-là, il y a son grand frère qui était venu réparer sa voiture chez lui. Parce que les gens ils font la mécanique devant la porte. Il m'a dit, ah, il faut venir. Qu'il y a M. Guiré qui a envoyé sa servante venir t'appeler. La mère, qui devait appeler la mère de l'enfant. Maintenant, au moment où je revenais, j'ai croisé, mais tout ce truc que je faisais là, M. Guiré, sa voiture était garée là. C'est tout que vous avez fait. Sa voiture était garée. C'est pendant combien de temps vous allez chercher avant qu'on vous interpelle? Ah, ça a tourné autour de 10h à 11h. Au moment où je le cherchais. Pendant 1 heure. Pendant au moins 1 heure. Parce que entre 10h et 11h. Là, parce que je n'ai pas menti. Donc, tout ce truc que je faisais, la voiture de ce monsieur était garée là, ce Guiré. Donc, au moment où je revenais, quand le monsieur m'a appelé, au moment où je revenais, j'ai vu monsieur Guiré sortir en 4x4 dans sa voiture. Et j'ai levé la main comme ça. Je ne sais pas s'il m'a vu. Je suis revenu encore frapper à la porte. Et maintenant, le gardien n'est plus devant la porte. Il se trouve à l'intérieur maintenant. Et les gens qui répondent, je tape et on me demande
mère de l'enfant, c'est la maman de l'enfant, que il n'est pas là, tonton n'est pas là, revenez après. Reviens après, mais tonton n'est pas là. Il faut attendre tonton d'abord. Donc moi, maintenant, je reviens à la maison chez le monsieur en question, celui chez qui ils ont laissé la commission, qu'ils ont besoin de la mère de l'enfant. C'est venu chercher, lui puis son neveu. On allait taper ensemble. Et au moment où le monsieur tapait, et il répond par les PC que tonton n'est pas là, attendez d'abord, tonton n'est pas là. Attendez que tonton soit là. Donc au moment où je voulais me tourner comme ça, je vois M. Guiré qui vient avec le corps habillé. C'est parce que les policiers de laisser les gendarmes, les cargos des corps habillés, plus sa voiture. Okay. Maintenant, je vais avec... Merci. Moi, je pense que... Bon, après, il y a eu l'intervention de la fille de M. Guiré. Il y a eu même l'avocat des deux familles, l'avocat de M. Guiré et l'avocat de la famille de, comment on appelle ça, de la victime de l'enfant. Voilà. Alors, il y a un communiqué qui est sorti. Ce communiqué, je vais vous le lire. Un communiqué émanant du procureur. Communiqué du procureur de la République. Le mardi 20 juin 2018, qu'on a Axel Corneille, âgé de 3 ans, a été découvert mort dans la piscine de la résidence de M. Guiré. Chers amis, prêtez beaucoup attention à cette vidéo parce que ça va vous éclairer sur beaucoup de choses. Je vais vous dire certaines vérités qui va calmer beaucoup de personnes et puis on laissera la justice faire son travail. Découvert dans la piscine de la résidence de M. Guiré, Abdul Aziz, le voisin de ses parents. Au cours de l'enquête ouverte immédiatement à la suite de cette découverte, une autopsie requise par le parquet a été pratiquée le mardi 26 juin 2018. Il ressort des résultats partiels de celle-ci que la mort était consécutive sous réserve d'examen complémentaire contraire à une asphyxie mécanique liée à une noyade vitale récente en l'absence de toute trace de lésion traumatique. Interpellé, M. Guiré Abdoulaziz et le vigile de la résidence, Koulibaly Zandi, ont été déférés au parquet ce jour, vendredi 29 juin 2018. Une information judiciaire a été ouverte contre eux, des chefs d'homicide involontaire prévus et punis par l'article 535 du Code pénal. Fait à Abidjan le 29 juin 2018, le procureur de la République, Adou Richard Christophe. C'est un excellent boulot. Je voudrais d'abord saluer cela. Donc, le procureur accuse cela d'homicide involontaire. Je suis d'accord avec ça. Je vais expliquer aux gens, vous allez comprendre certaines choses. Chers amis, je présente encore toutes mes condoléances à la famille, beaucoup de courage à la famille. Comment on appelle ça? À la famille Abdul Aziz, M. Guiré. Ce qui s'est passé a été une vraie négligence. Une vraie négligence. Une négligence non seulement de la mère, des parents de l'enfant, puisque c'est un enfant sous-muet. Comme en Afrique, les enfants ne sont pas peut-être tellement trop protégés. On n'attire pas, on ne sensibilise pas beaucoup les parents sur le fait que des enfants sous-muets doivent être véritablement protégés. En Afrique, on a encore beaucoup de choses à faire. Ici, ce sont des enfants qui sont beaucoup protégés. Ces enfants sous-muets, en tout cas où je suis, c'est des enfants où on investit beaucoup d'argent, des enfants dont on s'occupe beaucoup. Et ça, c'est pour ça que c'est ça l'avantage entre moi et certaines personnes. Voilà. Ici, le droit de ces enfants sont beaucoup respectés. Malheureusement, chez nous, en Afrique, on a encore beaucoup à faire. Nous sommes des sociétés qui viennent de naître, mais on a encore beaucoup à faire pour protéger les enfants. Le fait de traiter ça d'homicide d'homicide involontaire pour le moment, selon le procureur. Pourquoi le procureur dit homicide involontaire? Chers amis, je ne connais pas véritablement les normes de sécurité en termes de construction des piscines. Des piscines, je ne connais pas pour le moment, mais je sais que dans d'autres pays, pour construire des piscines à la maison, il y a des normes qu'il faut remplir.
il y a des normes qu'il faut remplir. On ne crée pas une piscine dans une cour comme ça. Il y a des normes de sécurité. En France, si tu n'as pas respecté les normes de sécurité, que quelqu'un mort chez toi, tu peux faire 2 ans de prison et plus de 45 000 euros si je ne me trompe pas. Certaines personnes pourront faire un peu de recherche si je ne me trompe pas. Mais il y a des normes de sécurité qui doivent être respectées quand on met une piscine chez soi à la maison. C'est pour ça que je dis, la question que je pose, je ne connais pas encore les normes des choses, comme on appelle ça, de sécurité en matière de piscine, de construction d'une piscine dans une résidence, dans un quartier et autres. Parce que ici, nous avons des piscines ici, nous savons comment ça se passe, les normes de sécurité, nous savons tout ça. C'est pour ça que je pose la question de savoir, est-ce que la piscine de monsieur Djiré, la piscine là, est-ce que les conditions de sécurité étaient véritablement réunies? Parce que quand tu as une piscine chez toi, même tous ceux qui vont rentrer dans ta cour, même tes enfants, tu dois faire de sorte à ce que tout soit sécurisé. Et ça, si en Afrique, on n'a pas encore compris ça, on ne comprendra rien. Une piscine, ça doit être sécurisé, même pour tes enfants. Maintenant, si tes enfants savent nager, il n'y a pas de souci. Mais pour les autres qui vont rentrer, on ne sait jamais. Il faut toujours créer les conditions de sécurité, même ceux qui vont venir travailler là-bas. Ceux qui vont venir travailler là-bas, il faut qu'ils soient informés qu'il y a une piscine et que dans cette cour, la piscine, il y a des normes de sécurité. C'est très important pour ceux qui ont des piscines chez eux à la maison, parce que nous connaissons des enfants, un enfant peut venir introduire dans ta cour, par inadvertance ou par une erreur, l'enfant il peut sortir, bon, surtout qu'il est sous-mieux, il peut rentrer dans la cour comme ça, il peut rentrer, voir une piscine, et puis bon, ça peut peut-être frapper à l'œil de l'enfant la piscine, et l'enfant peut se diriger vers la piscine, il peut se noyer, l'enfant peut mourir. Maintenant, pour que nous soyons véritablement informés, pour que nous soyons vraiment convaincus, il faut une autopsie. C'est pour ça que je voudrais d'abord saluer le courage de M. Djiré. Premièrement, quand il a vu l'enfant, il s'est d'abord précipité, comme on appelle ça, à la police. Normalement, chez nous, ici, chez les Blancs, c'est la police même qui vient vers toi. Quand il y a ce genre de problème, c'est la police qui court. Mais en Afrique, comme on manque encore beaucoup de moyens, il faut toujours aller vers la police, aller chercher. Donc, déjà, aller chercher la police parce que quelqu'un est mort chez lui, c'est déjà un acte fort. Et ça, c'est déjà à saluer. Ce qui va nous rassurer, j'ai écouté les avocats. Moi, je vous dis mes vérités ce soir. J'ai écouté les avocats, les positions. J'ai lu, c'est un homicide involontaire. Ça devient volontaire. Mais je vous expliquerai ça tout à l'heure. Alors, ce qui va nous amener vraiment à être convaincus, si l'enfant a été sacrifié, si c'est un sacrifice humain que M. Djiré a fait, si M. Djiré l'a tué, ou l'enfant a été asphyxié, c'est une autopsie. C'est une autopsie. Nous sommes au XXIe siècle. Nous sommes aujourd'hui en 2018. Normalement, on aurait déjà connu tout rapidement. L'autopsie, on devait déjà savoir clairement. Bon, on m'a dit qu'il y a eu des oppositions et autres. Mais je pense que on a des pouvoirs forts en Afrique. C'est des gens de petits problèmes. Une autopsie, ça devait être rapidement fait pour que réellement nous soyons informés. Parce que nous avons déjà connu l'exemple de Petit Bouba. Certains ont voulu mélanger l'affaire, c'est-à-dire confondre l'affaire de Bouba. Bouba, il a été enlevé. Le petit Bouba, il a été enlevé par une connaissance de la famille. C'est quelqu'un qui connaissait la famille de Bouba, qui allait enlever Bouba, qui a pris Bouba et qui est allé assassiner l'enfant. C'est très différent. Qui est allé assassiner l'enfant, ça c'est un autre jeu. Maintenant, il y a un enfant dont la mère a lavé le matin, lui a mis son baka, notre petit Pouchou. C'est Pouchou qu'elle appelait Pouchou. Pouchou, c'est un enfant soumis qui est sorti avec son ami. L'ami est revenu, Pouchou est rentré dans une cour, on retrouve le corps de Pouchou. Aujourd'hui, ce qui va nous déterminer réellement, si Pouchou a été asphyxié volontairement, si ça a été un homicide volontaire, soit on l'a attrapé, on veut comprendre parce que l'asphyxie, quand un enfant prend un chiffon, on ferme ton nez, ça va arrêter l'arrêt de la respiration. Ça va t'étouffer, tu vas mourir. Donc, il n'y a que l'autopsie qui peut véritablement nous démontrer cela. Je pense que le procureur a déjà dit que c'est involontaire. Ça veut dire quoi?
est-ce que les normes de sécurité de la piscine étaient vraiment, est-ce que les normes de la sécurité, en fait, étaient vraiment remplies? Ça, c'est la question. Parce qu'une fois que les normes de la sécurité, c'est-à-dire les normes de sécurité de la piscine ne sont pas réunies, et que l'enfant est rentré et il s'est dirigé vers la piscine directement, c'est un enfant. Bon, on dit on a retrouvé sa chaussure, bon, d'accord, ça c'est le premier point que je dis. Si l'enfant, pas heureux, il rentre et bon, il pense que bon, c'est quelque chose, c'est une piscine, c'est l'eau, c'est joli. Il voulait, bon, par exemple, ici, là, les enfants, ils aiment jouer dans l'eau. On connaît les enfants, ils voient l'eau, ils flaquent d'eau, ils mettent son pied dedans. Bon, et puis, automatiquement, l'eau peut prendre l'enfant, l'enfant fait mourir. Ça, c'est involontaire. Mais quand c'est comme ça, quand les normes de sécurité ne sont pas réunies, s'il n'y a pas de barrières, et que l'enfant a franchi facilement la piscine, M. Guiré peut faire la prison. Ça, c'est clair, il va faire la prison. Si les normes de sécurité de la piscine, je ne sais pas pour le moment en Côte d'Ivoire, mais j'ai dit, je ne connais pas les normes de sécurité en termes, c'est-à-dire en termes de construction de piscine. En Côte d'Ivoire, je ne connais pas encore la loi. Je veux que le procureur nous explique bien. Nous voulons, puisqu'il parle des homicides involontaires, il faut que le procureur essaie déjà de nous éclairer. Il faut qu'il nous éclaire. On veut savoir, est-ce que les normes de sécurité de la piscine étaient remplies? Ça va nous mettre à l'aise. Moi, personnellement, ça me mettra à l'aise. Donc, dites au procureur, il faut qu'il accélère les choses. On veut savoir. C'est important pour tout le monde. Si les normes de sécurité de la piscine n'est pas remplie, ça va donner d'autres conseils à d'autres personnes qui ont des piscines chez eux. Vos enfants peuvent savoir nager, mais il y a d'autres qui peuvent venir. Mais surtout que l'enfant aussi est soumis. Donc, ça aussi, c'est un problème. Donc, si les normes de sécurité de la piscine ne sont pas réunies et que l'enfant est tombé dans la piscine, l'enfant peut mourir. Et si l'enfant meurt, M. Guiré peut être automatiquement être coupable. On peut le mettre en prison. Il va faire la prison. Ça peut prendre plus de 2 ans même. Et il va dédommager la famille. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas négocié. Parce que dans la loi, quand tu crées un trou chez toi à la maison, comme beaucoup ne savent pas, je vais vous dire aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens qui ont des maisons qui creusent des trous comme ça. Quand tu crées un gros trou chez toi à la maison, arrange-toi à sécuriser les trous de ta cour. Parce que si quelqu'un vient dans cette cour et qu'il tombe dans le trou, tu deviens coupable directement. Tu deviens directement coupable. Ça, ce n'est pas une question d'émotion. Si tu as créé un gros trou que tu n'as pas protégé ça, et que quelqu'un est tombé dedans, il est mort, automatiquement tu deviens coupable. Donc, si Guiré n'a pas protégé, si jamais, s'il n'a pas protégé, j'ai dit bien si les normes de sécurité de la piscine ne sont pas réunies et que l'enfant est rentré dans la coupable, le gardien ne savait pas, il est pas bon. Ça peut être possible parce que bon, les enfants, on connaît la porte, si ce n'est pas fermé, l'enfant vient et pousse, il peut rentrer. Mais s'il s'en va et puis il rentre, il tombe dans la piscine et qu'il meurt, ça veut dire que les normes de sécurité de la piscine n'étaient pas réunies. Ça, c'est d'abord un. Deuxième, est-ce que M. Guiré a tué l'enfant? Si M. Guiré l'a tué, comme je l'ai dit, il n'y a que les médecins légistes et autres qui doivent nous dire concrètement qu'est-ce qui s'est passé. En Afrique, il y a beaucoup de légèreté. Quand l'enfant est mort, quand la police arrive, il faut d'abord sécuriser l'endroit. On sécurise l'endroit, les habits, tout ce qu'on peut faire. Le médecin légiste vient, les scientifiques viennent, ils font des recherches. Ils font aussi, il y a des, comme on appelle ça, et comme on appelle ça, ça commence à m'échapper. Si la police, les scientifiques viennent, qui découvrent des preuves matérielles et autres qui sont là, ils vont réunir tout ça. Ils vont d'abord tout réunir avant de maintenant permettre aux gens d'avoir accès à l'endroit. Malheureusement, je ne sais pas comment les choses se sont passées, parce que si les choses s'étaient bien passées, normalement, on pouvait avoir véritablement, rapidement les vraies informations, les vrais rapports sur la mort de l'enfant. Mais selon les résultats qu'on nous donne déjà, on dit que la chose dit que c'est homicide involontaire. Donc, chers amis, deuxième point, si M. Guiré a protégé que les normes sont remplies et que l'enfant s'est retrouvé dedans, ça, ce serait notre débat. Ce serait notre débat que la justice va éclairer. Ce n'est pas à moi d'éclairer cela. C'est que la justice, mais moi, j'essaie de vous dire déjà, c'est que je sais, que ce soit en France, dans tous les pays de l'Europe, comment les choses se passent. Une fois que tu creuses un trou chez toi à la maison, et que quelqu'un vient, qu'il tombe dans ce trou, s'il a eu un mal, s'il est mort, c'est involontaire. Mais, comme tu as creusé le trou, tu vas assumer ton trou que tu as créé. Ça, c'est clair. Tu mérites la prison et tu vas dédommager la famille.
Il faut que les gens comprennent ça comme ça. C'est tellement simple, c'est pas compliqué. C'est vrai que chez nous, on n'explique pas, mais il faut que je dise aux gens, ils vont comprendre ça aujourd'hui. Est-ce que l'enfant, M. Djiré et son gardien ont pris quelque chose? Ils ont mis sur le nez de l'enfant, ils ont étouffé l'enfant, ils l'ont tué d'abord, et puis ils l'ont jeté dans l'eau. C'est à la justice de nous éclairer, mais ce que je sais. Quand on fait l'autopsie, c'est l'autopsie qui doit nous éclairer s'il y a les poumons de l'enfant. Parce qu'un enfant, s'il est mort par noyade, normalement dans ses poumons, on doit trouver de l'eau dans ses poumons. S'il est vraiment mort par noyade, dans ses poumons, on doit trouver de l'eau. Chers amis, si l'enfant est mort véritablement par noyade, dans les poumons de l'enfant, on doit trouver l'eau. S'il n'est pas mort par noyade et qu'il a été asphyxié, on ne trouvera pas de poumons, on ne trouvera pas de l'eau dans ses poumons. Si on n'a pas trouvé l'eau dans ses poumons, c'est que l'enfant a été tué. Volontairement. Si on fait les examens, que les rapports nous disent que concrètement, l'enfant, parce qu'un enfant, on peut aller le jeter dans l'eau. C'est possible. Et puis on peut dire qu'il est mort dans la mer et il est mort dans la piscine. Mais si on ne retrouve pas de l'eau dans ses poumons, alors, chers amis, c'est que l'enfant a été assassiné. Mais là, on dit involontaire, donc nous attendons les résultats. Moi, j'essaie de déjà vous éclairer sur quelque chose que vous deviez comprendre. Ce n'est pas une histoire de dire est-ce que ça fait des sacrifices, ça fait des fétiches, ça fait... Non. Si les normes de sécurité de la piscine ne sont pas réunies et que l'enfant, par malheur, par erreur ou par accident, s'est retrouvé dans la mer, dans la piscine, chers amis, M. Djiré peut faire la prison. Il peut même être, ça peut dépasser 2 ans. Il peut même être... il va même dédommager la famille. Dans le cas contraire, s'il a été tué, ça va encore aller plus grave que ça. Maintenant, ce qui va être aussi, ce qui est important que je voudrais aussi dire aux gens, prenons un peu l'exemple de, comme on appelle ça, le jeune Gassama, parce que les gens ont voulu mélanger les choses. En France, voilà l'enfant qui a sauvé une vie humaine. Mamadou Gassama qui a sauvé une vie humaine. Mais le père, comme il a laissé l'enfant dans la maison et qu'il est sorti, il a enfermé l'enfant. Derrière lui, l'enfant est sorti par la fenêtre. Le père a été arrêté. Et on a pris l'enfant, on a mis l'enfant, on a protégé l'enfant. En Afrique, il faut que vraiment les gens prennent conscience. Je vais dire à la maman et à la famille de petit Excel que même l'avocat des choses peut... Si ça dépend de l'avocat, normalement, il y a une négligence de la mère. Il y a une négligence de la mère. Ça dépendra maintenant de l'avocat de la famille Djiré. Mais il y a une négligence. Il y a une négligence. Comme chez lui, il y a un trou, alors automatiquement, il deviendra coupable. Ça, c'est clair. On n'a pas discuté ça. Il a creusé un trou, il a mis une piscine chez lui. S'il a protégé la piscine, tout ça, il n'y a que la justice pour nous dire la vérité. Mais moi, j'essaie de vous donner quelques pistes qui vont déjà vous orienter. Pour ne pas que des gens rentrent dans des débats, il a tué l'enfant, il vient assassiner l'enfant, il a fait fétiche, il est marabout, c'est pas parce qu'il est M. Djiré. Non, c'est pas parce qu'il est M. Djiré. Voilà, donc je pense qu'il faut qu'on fasse beaucoup attention. En tout cas, sur ce point, c'est ce que je voudrais dire aux uns aux autres. L'enfant est mort par négligence. Donc, il n'y a que l'autopsie qui doit nous déterminer si dans les bronches de l'enfant, on retrouve de l'eau véritablement, alors c'est que l'enfant est mort par noyade. Maintenant, si dans le cas contraire, on ne trouve pas de l'eau dans les poumons, dans les bronchites de l'enfant, et non que les experts légistes qui, pour bien nous éclairer, on trouvera que l'enfant a été assassiné, l'enfant a été... Voilà, donc on pourra peut-être... Alors, pour le moment, c'est ce que je compte dire. Je voudrais, sur ce point, dire aux gens et aux autres que il faut qu'on fasse attention. Quand il y a ce genre de problèmes qui arrivent, il faut arrêter le lynchage médiatique. Il faut arrêter de dire n'importe quoi. Il faut arrêter des accusations. Et c'est un message pour tous ceux qui ont des gardiens chez eux. C'est un message pour tous ceux qui ont des gardiens chez eux à la maison. Parce que même les gens qui viennent dans ta cour travailler là, tu dois les protéger.
Ah oui. Si tu as une piscine chez toi, ta porte doit être toujours fermée. Il faut faire attention parce que tu as un gros trou chez toi à la maison. Si tu as un gros trou. Tout le monde ne sait pas nager. Non, si ta porte est ouverte et que par malheur, par accident, un enfant est rentré et il est allé tomber là-bas, si la piscine n'est pas protégée, l'enfant va venir, va monter l'escalier, va tomber dedans, il va voir que l'eau, il veut peut-être vouloir s'amuser. L'enfant va se retrouver dedans avec son baka. Tout baka il a bu là, c'est revenu sur l'enfant. Donc l'enfant peut mourir, pas noyade. Maintenant, c'est aux légistes et autres. Mais moi, j'essaie de vous éclairer pour ne pas que vous continuiez de lécher les gens. Arrêtez de lécher les gens. Arrêtez de venir sur les réseaux sociaux dire du n'importe quoi. Arrêtez de dire du n'importe quoi. Monsieur Djiré voulait faire sacrifice. Monsieur Djiré ceci. Monsieur, il faut arrêter ça. C'est un accident. C'est un accident. Ça est dans la loi ivoirienne. Dans nos lois, ça est dedans. Quand tu crées un trou chez toi là, quand quelqu'un quitte là-bas et puis vient et tombe dans le trou, même devant ta porte, tu as mis un gros trou. Tu n'as pas protégé. Si quelqu'un tombe dedans, c'est ton problème. C'est ton problème, c'est à toi d'assumer. Et tu vas assumer, c'est comme ça. Donc, pour tous ceux qui ont des trous chez eux, regardez en Côte d'Ivoire. Il y a une année, la première dame a organisé des trucs artificiels, je ne sais pas comment on appelle ça, pendant les fêtes de Noël ou la nouvelle année. La première dame a organisé quelque chose, je ne sais pas qui avait organisé ça, mais au plateau, il y avait un gros trou. Malheureusement, je ne sais pas jusqu'à présent où on en est avec ce problème. Quand les gens sortaient, nombreux, on dit qu'il y avait un gros trou qui a créé un problème et des gens sont morts. Et jusqu'à présent, je ne sais pas si c'est en 2000 combien, mais jusqu'à présent, on ne sait même pas où on en est avec cette histoire. Alors moi, je voudrais profiter pour dire aux gens, vous qui avez des gros trous chez vous à la maison, vous qui avez des piscines chez vous à la maison, je ne connais pas les normes de sécurité, je ne sais pas, mais arrangez-vous pour que les normes de sécurité soient toujours remplies. Parce que c'est très, très, très important. C'est très, très important pour tout le monde. Tous ceux qui ont des trous chez eux et autres, faites très très attention. Quand quelqu'un tombe dedans, ce n'est pas une affaire de Dieu. Hein? Non. Toi qui l'as créé, tu devais d'abord le premier coupable. La négligence de la mère, normalement, ce que j'ai un peu déploré, une fois que l'enfant meurt, quand on arrive chez M. Djiré, c'est une famille. M. Djiré était à la maison avec sa femme. Donc, il faut arrêter tous les témoins qui sont présents. Maintenant, je comprends, bon, peut-être que le procureur sait déjà pourquoi il n'a pas arrêté tout le monde. La mère, tout le monde, on devait quand même les arrêter. Que ce soit la famille de l'enfant, tous ceux qui étaient à la maison, madame, la femme Djiré, tout le monde devait être arrêté. Tout le monde devait être arrêté. On allait les écouter pour mener à bien les enquêtes. On ne peut pas laisser d'être au dehors et puis mettre d'autres dedans. Ça ne se fait pas. Je pense que la prochaine fois, il faut que ces choses-là soient corrigées. Voilà, il faut que ces choses soient corrigées. Parce que la femme aussi de M. Djiré est la première, elle est aussi responsable, elle était là. Donc, si on veut aller sur certaines bases, il faut vraiment corriger certaines choses. Il faut attendre tout le monde. Et puis, il faut que les experts, quand il y a ce genre de situation, les experts légistes, quand ils arrivent, les habits, les chaussures, les quoi, il faut qu'on ne touche pas à ça. Il faut laisser les experts faire leur travail. Voilà. Voilà, c'est pour voir s'il y a des traces. Donc, chers amis, voilà un peu ce que je voudrais dire sur ce point. Maintenant, je vais revenir sur ce point de l'enfant. J'ai déjà présenté toutes mes condoléances à la famille, beaucoup de courage à la famille Djiré. Mais, comme je l'ai dit, Djiré a créé un trou chez lui. Moi, c'est ce que je dis. Si il a tout protégé, tout s'est bien passé, bon, ça demandera à la justice. Mais quand le procureur dit déjà c'est homicide involontaire, ça veut dire, à mon avis, peut-être hein, que les barrières de sécurité de la piscine n'étaient pas réunies, n'étaient pas remplies. Maintenant, c'est au procureur de parler des autres, mais on attendra, respectons la justice, laissons la justice faire son travail. Comme nous ne maîtrisons pas trop tous les contours de cette histoire, mais moi je ne fais que dire, s'il avait un trou chez lui, une piscine, si ce n'est pas sécurisé, alors je parle en tant qu'un intellectuel. Alors chers amis, je ne parle pas en tant que marabout, nous féticheurs, je ne crois pas à ça. Voilà, tu vois, parce que ça en France là, si tu as piscine chez toi, quelqu'un l'a fait rentrer, sans sécurité, l'enfant est mort, c'est 3 ans et plus de 45 000 €. Tu paies 45 000 €, 3 ans d'emprisonnement ferme. En Côte d'Ivoire, pour le moment, je ne sais pas. Voilà. Une piscine sans barrière de sécurité. Dans d'autres pays, hein, ça prend plus que ça. Voilà. Donc, c'est normal qu'on arrête Djiré, qu'on l'amène en prison. Ça, c'est normal. Djiré arrêté, il a été mis en prison. C'est tout à fait normal qu'on l'arrête, qu'on le mette en prison. Parce qu'il a un gros trou chez lui à la maison. C'est chez lui à la maison, voilà. Donc, voilà, c'est aussi bon l'homicide involontaire, c'est bon parce que ça va permettre aussi
aux gens de ne pas lyncher M. Diré, c'est aussi bon. Alors, on va revenir maintenant sur le gouvernement. Ouattara vient de dissoudre son gouvernement. Ouattara vient de dissoudre son gouvernement, chers amis. Je ne sais pas si on prépare la guerre de 2020 ou on prépare la paix. Mais je pense que, comme tout ce que j'ai appris, c'est que la dissolution de ce gouvernement, on vient de reconduire le Premier ministre, Gon Coulibaly, qui va former un nouveau gouvernement. Toujours un gouvernement RHDP avec la société civile. Cette fois-ci, l'opposition n'est pas annoncée dans ce gouvernement. Voilà, selon le communiqué de la présidence, le gouvernement n'est pas, comme on appelle ça, l'opposition n'est pas annoncée, il n'y a que la société civile qui est annoncée. Maintenant, au RHDP, actuellement, il y a un front anti-parti unifié, contre-parti, anti-parti unifié, et ceux qui sont pour le parti unifié. Donc, ce gouvernement va nous donner une lisibilité claire sur 2020. Est-ce que ceux qui sont contre le parti unifié accepteront véritablement de se retrouver dans l'opposition? Donc, préparons-nous à voir dans ces jours à venir le nouveau gouvernement qui va être formé. Ce sera le gouvernement qui va préparer les élections de 2020. Qui va préparer la paix, ça sera un gouvernement de combat. À mon avis, hein, c'est ce que je pense, ça doit être un gouvernement de combat. Un gouvernement d'hommes qui vont travailler, qui viendront travailler pour se mettre au service de la Côte d'Ivoire. Des gens qui ne viendront pas s'enrichir, qui ne viendront pas prendre en compte tous les marchés publics à leur propre sein, qui vont maintenant choisir des hommes compétents avec qui travailler. On ne choisira plus des gens parce qu'on est de la même région, on est de même parti politique, ou peut-être on a été militant 20 ans, ou nous on n'a pas trahi 30 ans. Non, moi c'est pas de ça. En tout cas, mon rêve c'est ça. Je veux vraiment que Ouattara nous propose un gouvernement. Un gouvernement qui va travailler pour nous tous. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qui va se mettre à la disposition de tous les Ivoiriens que nous sommes. Un gouvernement qui va créer les conditions d'une vraie stabilité, d'une vraie paix. Un gouvernement qui ne vient pas pour s'amuser. Un gouvernement qui ne vient pas jouer. Alors je voudrais m'adresser à mon grand frère, au ministre, au Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, que je connais très bien. Cher aîné, moi je prie que ce nouveau gouvernement ne soit pas un gouvernement d'amusement. Ceux qui ne sont pas pour le parti unifié, ils n'ont qu'à retourner dans l'opposition. C'est-à-dire, amusement, on n'est pas dedans. Amusement, un gouvernement d'ouverture, s'il vous plaît. Moi, en fait, je voulais même un gouvernement d'ouverture même. On pouvait même donner même la chance à l'opposition ivoirienne. Mais comme peut-être que l'opposition aussi, en Afrique, l'opposition, quand on leur dit venez, eux-mêmes ils viennent encore pour t'enterrer. C'est ça qui est souvent des problèmes. Tu vas les mettre dans le gouvernement, ils ne vont pas venir pour travailler, mais ils vont venir te combattre toi-même. Ils vont prendre l'argent pour commencer déjà à s'organiser, pour financer des gens qui vont venir déstabiliser. Alors que lui, on prend l'argent du contribuable pour lui donner. Il va venir dans le gouvernement là. Il va rendre compte seulement à son président de parti politique. Ce que son président de parti politique va dire là, c'est ça qu'il va venir faire dans le gouvernement. Alors qu'il a une mission. Il a une mission qui consiste à travailler pour le peuple. Malheureusement. Alors, chers amis, moi, je voudrais vraiment vous dire merci. Le gouvernement n'est pas encore formé, nous attendons. Pour le moment, je ne peux pas critiquer, mais ce que je souhaite, c'est que ce soit un gouvernement de personnes qui viendront véritablement travailler pour la Côte d'Ivoire. Je ne souhaite pas que ça soit purement RHDP. Je veux que ça soit un gouvernement qui s'ouvre à tout le monde. Même à l'opposition ivoirienne. Dans l'opposition ivoirienne, la société civile, parmi les hommes d'affaires, il y a des hommes compétents. Il y a des hommes qui peuvent apporter plus à la Côte d'Ivoire. Qui peuvent apporter beaucoup à la Côte d'Ivoire. Quand on devient président pour tout le monde. Ceux qui t'aiment ou pas, tu deviens président pour eux. Tu donnes la chance à chacun comme Macron l'a fait. Macron, il était candidat aux élections présidentielles. Son adversaire, son pire adversaire est devenu son premier ministre. Dans son gouvernement, il a élargi son gouvernement aux Français compétents et qui se mettent au travail. Je voudrais profiter pour dire au chef de l'État que ce gouvernement soit vraiment un gouvernement d'ouverture. Mon rêve n'est pas seulement que ça soit RHDP, parce que la paix ne peut pas forcément venir du RHDP. La preuve en est qu'aujourd'hui, vous êtes divisé au RHDP. Il y a ceux qui veulent aujourd'hui s'allier à un front. Un front national, je ne sais pas comment on appelle ça, un front nationaliste. Un front nationaliste où des gens, comme ils sont en train de préparer le regroupement actuellement, il y a déjà Bédier qui est déjà avec le COGEP, il y a déjà Diom Soro qui est là, PDCI, COGEP, Diom Soro et puis le camp, comme on appelle ça, Sangaré, sont en train de former leur front. Ça c'est un front national pour 2020.
Moi, j'appelle ça 2020, je sais que c'est la guerre qui se prépare. Donc, la question que je me pose ce soir, est-ce que Ouattara... Il faut que Ouattara mette en place un gouvernement où ceux qui veulent faire opposition vont aller faire opposition. Ceux qui veulent travailler vont travailler pour la Côte d'Ivoire. Et j'assume ce que je dis. Quand on nomme des gens comme ministre, c'est pour servir le pays. C'est pour servir le peuple. C'est pour servir les Ivoiriens. Pour se mettre à la disposition du peuple et travailler dans l'intérêt du pays. Et non des leaders politiques qu'on consulte avant de vous nommer. Non. Une fois qu'on est ministre, tu es un citoyen du pays, tu es un Ivoirien, c'est ton pays. Tu viens pour travailler pour toi-même, tu viens pour travailler pour ton pays, pour tes enfants, pour tes petits-enfants, pour ton pays, la Côte d'Ivoire. Tu ne viens pas pour travailler pour un parti politique. Donc, je prie Dieu et je demande au chef de l'État encore plus de rigueur, de fermeté dans ce nouveau gouvernement qui va être formé. L'équipe gouvernementale qu'on va former là, il faut que ça soit une équipe solide pour que 2020, il n'y ait pas de guerre, il n'y ait pas de rébellion, il n'y ait pas d'instabilité, il n'y ait pas de désordre en Côte d'Ivoire. Voilà, je veux un gouvernement d'hommes sérieux qui vont déjà continuer puisque l'esprit de la continuité, c'est le parti unifié. Donc, si nous voulons un parti unifié solide, fort, il faut un gouvernement d'ouverture, un gouvernement d'hommes solides, concrets, conscients, responsables, matures, qui savent ce qu'ils veulent de leur pays, qui savent ce qu'ils veulent de leur pays. C'est ce qui doit être important. Pas un gouvernement des gens pleins d'émotions, de colère, de haine. Je ne voudrais pas ce gouvernement. Moi, je n'ai pas besoin de ce gouvernement. Proposez-nous des hommes solides, monsieur le Premier ministre, puisque vous avez été reconduit. Proposez-nous une équipe qui ne sera pas prise en otage. Des hommes, des cadres qu'on va laisser, qui vont travailler librement pour apporter leur savoir à la Côte d'Ivoire. C'est ce grand pays dont je rêve, moi, en soi. Alors, chers amis, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, c'est tout ce que je voudrais dire. J'attends la formation de ce gouvernement. On va voir ce qu'ils vont nous proposer encore. Est-ce que ce sera toujours les mêmes riches? Ce sera toujours les mêmes hommes puissants, les mêmes milliardaires, qui ont toujours l'argent, qui sont riches, qui vont encore revenir avec leur propre famille. Les marchés publics, ils vont tout prendre en otage. Il est ministre, lui-même il est entreprise. C'est-à-dire que lui-même il est ministre. Dès qu'il devient ministre, il crée son entreprise. Il envoie ses gens, ses chargés de communication, chacun va créer son entreprise. Et puis ils sont dedans, ils partagent l'argent. C'est-à-dire le budget qu'on leur donne là, ça devient leur propre affaire, leur business. Ceux qui sont dehors ne gagnent plus rien. Tous les marchés publics, même les cadres ivoiriens, des intellectuels, des compétents qui sont là. Au lieu de les valoriser, faire leur promotion, je veux que ce gouvernement fasse aussi la promotion des cadres ivoiriens. Là, ce gouvernement fasse la promotion, donne la chance à ces cadres ivoiriens, parce que la force d'un pays, c'est d'abord ces nationaux, ces cadres. Il faut que nos cadres, nos intellectuels, nos hommes d'affaires, surtout les entrepreneurs, les hommes d'affaires ivoiriens, il faut que l'État leur donne beaucoup d'argent pour qu'ils puissent s'implanter. On a les moyens, on a café, on a cacao, on a tout. On ne peut pas tout donner aux autres. Non. Il faut qu'on fasse nos gens. Il faut qu'on les renforce. C'est ce que les Chinois font, c'est pour ça qu'ils sont forts. C'est ce que les Américains font, c'est ce que les Français font, c'est ce que les Russes font. Non, il faut qu'on donne la chance vraiment aux cadres ivoiriens, nos hommes d'affaires, nos entrepreneurs, tous ceux qui ont ces entreprises. Il faut que les marchés publics, il faut que tout le monde en profite. Il faut qu'on donne les Ivoiriens par compétence. Il ne faut pas que ça se limite par des familles, par des amitiés. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous avez connu une histoire politique difficile, vous, le RDR. Surtout moi, je parle du RDR parce qu'aujourd'hui, c'est le président de ce parti qui est au pouvoir. Maintenant, comme étant président de la République, il est maintenant président de tous les Ivoiriens. Il vient maintenant corriger les tares et les faiblesses qui ont créé hier les rébellions, les coups d'État, le désordre dans ce pays. Donc, en tout cas, monsieur le chef de l'État, le chef du gouvernement, moi, je vous encourage, proposez-nous quelque chose de solide, quelque chose de balèze, qui va véritablement nous permettre d'avoir la vraie paix et la vraie stabilité. Qui va nous amener à donner la chance à tous les Ivoiriens, sans exclusion. Qui va créer les conditions sociales pour qu'au plan social, les Ivoiriens commencent à ressentir les retombées de votre politique. Une équipe qui va mettre une politique de communication, qui va expliquer aux Ivoiriens votre programme, votre politique d'émergence, qui va expliquer aux Ivoiriens pourquoi la route est bonne, pourquoi vous faites ça, pourquoi vous faites ça. Il faut que les gens comprennent votre combat, il faut que les gens comprennent votre politique, il faut que les gens comprennent votre vision. Il faut des gens pour leur expliquer. Il ne faut pas que les ministères qu'on crée, les chargés de communication de ces ministères fassent la promotion de leurs ministres. On n'est pas en campagne présidentielle. Depuis mon exil, je regarde.
toutes les cellules de communication, chaque ministère, chaque ministre fait sa promotion. Au lieu de faire la promotion des actions gouvernementales, ils font eux-mêmes leur propre promotion. Et c'est vraiment décevant. Il y a trop de désordre. Chacun veut se faire aimer. Chacun veut... En fait, c'est pas comme ça. Il faut que travailler pour le pays. Et c'est en fonction du boulot que vous faites que le peuple va vous considérer. C'est ce qui est important. Le président Ouattara, il vous donne déjà la chance. À vous de vous imposer. Imposez-vous, faites votre travail. C'est tout ce que je vais demander. Pour moi, c'est la paix, c'est la réconciliation. Maintenant, on attend aussi la nomination des sénateurs. Comme le président a un tiers aussi à nommer, le moment viendra, nous allons aussi faire des propositions, dire qu'il faut ouvrir la Côte d'Ivoire à tout le monde. Il faut donner aussi la chance à l'Ouest. Parce que l'Ouest a connu des moments terribles. C'est pour ça que je veux que ce gouvernement qui va être formé, on ouvre cela même à l'opposition. Parce qu'il y a des cadres de l'opposition qui ont de la compétence, qui sont même des fils de l'Ouest. On peut leur donner la chance pour essayer d'aider aussi leur région, participer à la construction du pays. C'est tout à leur région, c'est beaucoup important. Alors, chers amis, moi, concernant maintenant le dernier point, c'est l'affaire de l'imam. Gouza s'est déjà prononcé dessus. Mon grand frère Doumbia Major s'est prononcé dessus. Ce que je vais dire sur ce point, je suis pour la liberté d'opinion. C'est un constat que peut-être il a fait. Je respecte ses opinions. Je suis là pour la liberté que les gens s'expriment. Mais appeler à la révolte, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que les musulmans ne sont pas les seuls qui ont des problèmes en Côte d'Ivoire. Voilà. Moi, je ne suis pas, même que le gouvernement finance même, je ne suis pas pour que le gouvernement finance les pèlerinages des musulmans comme des chrétiens. Moi, je ne suis pas. Ce sont des associations. Laissez-les libres. Pourquoi le gouvernement veut forcément s'impliquer? Parce que derrière tout ça, il y a la politique. Je pense qu'il faut libérer les associations religieuses. Il faut les libérer. Le gouvernement doit sortir de ça. Il faut les laisser. Ce sont des associations, les animistes et autres. Nous aussi, on a nos bois sacrés. Donc, nous aussi, là, on peut demander l'argent pour aller à pèlerinage aussi ailleurs. Même si on n'est pas chrétien. Donc, il faut qu'on laisse la liberté aux religieux. Voilà. Je refuse. Et depuis des années, je le dis toujours. Financer la Mecque, là, ça ne veut rien dire. Celui qui veut aller à la Mecque, c'est son choix. Il prend son argent, il paye et puis ça va à la Mecque. Le gouvernement, pourquoi chaque fois le gouvernement veut toujours organiser? Pourquoi? Le gouvernement doit surveiller l'organisation, d'accord? Mais le gouvernement ne veut pas prendre ça à temps et puis payer même des billets. Augmenter, faire ceci, ça ne veut rien dire. Et même là, c'est une association, ils s'organisent. C'est votre église, c'est vos mosquées, c'est vos églises. C'est votre mosquée que vous voulez faire, c'est pour vous-même. Mais quand vous partez là, vous ne partez pas pour nous. Mais que là, quand vous partez, ce n'est pas pour nous. Donc si on doit payer le billet de chacun là, vous savez que nous aussi, on va payer nos billets. Ils vont aussi payer nos billets. Ils vont aussi payer nos billets. Puis nous, on va aller à chose aussi, comme on appelle ça, à Cotonou, puis on va aller à chose au Kenya, quelque part là-bas, aller dormir dans nos bois sacrés aussi. Non, je pense qu'il faut arrêter ça. Il faut laisser les gens libres. Voilà, il faut les laisser libres. Ce sont des associations. Et je voudrais dire aussi à ceux qui pensent comme l'imam que nous ne sommes pas à une période électorale. Voilà, il faut que les hommes de Dieu, si vous êtes des hommes de Dieu, il faut maintenant savoir canaliser aussi vos langages. Il faut savoir canaliser vos langages. Nous ne sommes plus au temps du faux Boigny. Nous ne sommes pas au temps de Babo. Nous ne sommes pas au temps de Bédier. Nous sommes aujourd'hui au temps de Ouattara. Ouattara a son projet, il a son programme. Ce que vous, les musulmans, vous deviez dire, les chrétiens ou autres, dites au gouvernement de ne plus se mêler de l'organisation de vos pèlerinages. C'est ce que moi je vous demande, c'est tout. Au lieu de rester là, le gouvernement doit vous donner l'argent, le gouvernement doit vous donner l'argent. Non, ça ne marche pas. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut qu'on arrête ça. Moi, je ne suis pas d'accord. Depuis des années, même je disais que ce n'est pas bon, ce n'est pas bon et ce n'est pas bon. C'est une corruption. Du moment que le gouvernement mise là, tous ces gens qui sont là-bas, ils veulent forcément voter pour celui qui est au pouvoir. Non, il dit non, si que vous voulez voter des gens, il faut que... Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Il faut qu'il... Leur problème, c'est quoi? On a tous les mêmes problèmes. On a tous les mêmes problèmes. Nous aussi, on veut aussi aller en pèlerinage ailleurs. Donc, si le gouvernement doit vous organiser, vous les imams, à chaque fois, avec les chrétiens, mais les autres, et les autres, c'est une injustice grave. C'est pour ça que je dis, il faut les laisser libres. Entre eux, ils n'ont qu'à rester là-bas, ils vont payer leur billet, celui qui a son argent paye son billet, et puis ça va en pèlerinage. Ils peuvent louer, ils peuvent travailler seulement avec des structures de transport, c'est tout. Laissez-les. Parce que quand c'est comme ça, là, ils sont en train de nous montrer qu'ils sont devenus des gens de business, ils sont dans des affaires. Ils ne sont plus des hommes religieux pour se mettre au service de la paix.
au service de la réconciliation. Mais ils se mettent au service de leurs petits intérêts depuis des années. Si ce n'est pas les imams qui ont des problèmes, toujours à la Mecque, c'est les imams qui ont donné l'argent. Depuis dans ce pays-là, c'est toujours comme ça. Ils n'ont qu'à arrêter ça, il faut que le gouvernement arrête ça. Celui qui va à la Mecque, il prend son argent, il va à la Mecque, c'est fini. On n'a pas besoin de mêler tout le monde à cette histoire. Ah oui, on n'a pas besoin. On crée les conditions sécuritaires, tu as payé ton billet d'avion, on dit voilà, c'est comme ça, tu veux, tu vois. Si c'est augmenté, ça n'a pas augmenté. Vous-même, allez-y distribuer. Que l'État lève sa main dedans. Encore du voir, je déplore ça beaucoup. Je déplore ça beaucoup. Et c'est les imams, on donne plus d'avantages. Les imams ont beaucoup, ça dit qu'ils sont beaucoup plus privilégiés dans ce pays. Et moi, j'ai aussi constaté ça. C'est pour ça qu'ils n'ont pas de respect. Ils vont se tenir dans des mosquées pour tenir ce genre de discours parce qu'on leur donne beaucoup d'argent. Parce que c'est eux qui vont voter. Donc, ils sont venus nous dire que 2020 approche, on n'a qu'à diminuer les choses, on va faire ça parce qu'eux, ils doivent voter. On n'est pas à ce stade. Voilà, on n'est pas à ce stade. Donc, moi-même, je ne suis pas d'accord avec ça. Alors, chers amis, vraiment que Dieu vous bénisse. Moi, je vous remercie en ensemble.